Merci avant tout à vous. Et puis, donc, je tiens à m'excuser, donc je ne peux pas être là parce que ce soir, je dois être sur Metz et demain, je co-organise une journée scientifique sur Metz qui regroupe les centres d'AMP. Donc, voilà, je tenais à m'excuser parce que vraiment, ça avait l'air d'être un lieu très sympathique. Il va falloir que vous fassiez votre partage d'écran pour qu'on puisse suivre votre exposé. Hein. Ok, est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, ça vient, voilà, oui, effectivement, c'est bon. Vous voyez l'intégralité de mon diaporama? Oui, tout à fait. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher sur le plan de la recherche, mais aussi qui a des interactions étroites avec mon activité hospitalière, donc l'assistance médicale à la procréation. Donc juste cette slide pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le sujet présenté aujourd'hui. Donc, tout d'abord, alors, je vais essayer d'enlever ça parce que ça me gêne sur le côté. Donc, je vais vous parler un petit peu des techniques d'assistance médicale à la procréation pour qu'on définisse, que vous ayez bien en tête à quoi ça correspond. Donc, ça va être toutes les pratiques cliniques et biologiques qui permettent la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Il faut savoir que c'est des techniques qui sont normalement réservées à une indication médicale, c'est-à-dire quand on fait le diagnostic d'une infertilité. Il faut savoir que ça concerne énormément de couples. Actuellement, il y a à peu près 1 couple sur 6 qui consulte pour infertilité. Donc, tous ne vont pas aller jusqu'à une prise en charge en AMP. Mais donc, il faut savoir que c'est une problématique qui est très fréquente. On va retrouver dans ces techniques d'assistance médicale à la procréation les inséminations intra-utérines. Je vais vous vous expliquer en quoi ça consiste. La fécondation in vitro classique ou avec micro-injection. Il y a un décret qui est récent, donc qui a été publié en septembre 2021, qui maintenant définit donc les critères d'âge de prise en charge, juste pour que vous les sachiez. Donc c'est jusqu'à 45 ans pour les femmes pour réaliser une insémination intra-utérine. 60 ans pour les hommes. Pour ce qui est d'une fécondation in vitro classique ou avec micro-injection, c'est limité à 43 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Donc, il y a aussi dans les actualités, donc la révision de la loi de bioéthique, donc, qui a été modifiée et publiée en août 2021, qui maintenant ouvre les techniques d'AMP à la prise en charge de couples de femmes ou de femmes non mariées, et elles aussi peuvent avoir accès à l'insémination intra-utérine ou à la fécondation in vitro lorsqu'il y a des pathologies tubaires. Donc l'insémination intra-utérine, ça consiste à une stimulation ovarienne, plus ou moins, mais surtout un contrôle de l'ovulation et puis une préparation de spermatique pour inséminer cette préparation de spermatozoïdes sélectionnés en intra-utérin. La fécondation in vitro, elle peut être classique, mais ou avec micro-injection. Elle nécessite donc une stimulation hormonale multifolliculaire, un prélèvement d'ovocytes donc qui se fait sous contrôle échographique et bien entendu aussi une sélection de spermatozoïdes, une mise en fécondation donc avec plusieurs spermatozoïdes autour d'un complexe cumulo-ovocytaire ou bien l'injection d'un spermatozoïde qu'on sera allé sélectionner au microscope. Il y a ensuite, après cette étape de fécondation ou d'insémination, une étape de culture embryonnaire. Là, je n'ai pas le temps de vous montrer la petite vidéo, mais ça peut aller jusqu'au stade de blastocyste, c'est-à-dire chez l'homme, au 5e, 6e jour de culture embryonnaire. Donc, ça nécessite également donc, cette étape de transfert d'embryonnaire. Et puis, pour les embryons qui sont surnuméraires, c'est-à-dire qui n'ont pas été transférés et qui ont un bon développement, une étape aussi de congélation embryonnaire. Là encore, nécessite des aspects techniques. Alors, depuis la première naissance en 1978, il y a à peu près 8 millions d'enfants qui sont nés de par le monde par ces techniques d'AMP. Donc, ça représente 2 à 6% des naissances en Europe. En France,
on a des chiffres plus précis. Donc, selon le dernier rapport qui a été publié par l'Agence de la biomédecine, il y a eu un peu plus de 27 000 enfants qui sont conçus par AMP en 2019, ce qui représente à peu près 3,6% des naissances en France. On a vu une évolution malgré tout sur le nombre de traitements qui ont été réalisés en Europe. En France également, on a connu une augmentation du nombre de cycles de fécondation in vitro, donc qui était entre 2016 et 2019 d'un peu plus de 2%. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est une modification des pratiques, des techniques, avec une nette augmentation du transfert d'embryons qui ont été préalablement congelés, donc frozen embryo transfer, donc avec cette augmentation, vous voyez, de plus de 30% sur cette même période. Donc là, c'est représenté selon les rapports. Donc, vous voyez, ils ont utilisé pas les mêmes couleurs, mais globalement, c'est cette part sur le nombre de cycles de transfert d'embryons qui ont été préalablement congelés qui augmente au fil des années, vous voyez, entre 2016 et 2019. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la santé des enfants qui ont été conçus par AMP? Il semble qu'il peut y avoir certains risques, donc notamment sur les malformations congénitales. Donc ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet aussi que je connais bien. Et c'est principalement cette augmentation de risque intervient après un transfert d'embryon frais. On a aussi une augmentation du développement, enfin des pathologies fétales, donc avec une prématurité, des petits poids pour l'âge gestationnel après transfert d'embryon frais. Il semblerait qu'il y ait une augmentation aussi des risques qui impliquent donc la tension artérielle et aussi l'épaisseur des vaisseaux, mais ça reste encore à être documenté. Il semblerait, selon les toutes premières études, qu'il peut y avoir des conséquences sur la fertilité potentielle de ces enfants, donc avec une diminution des paramètres spermatiques qui a été observée chez les garçons qui ont été conçus par FIV. Et puis enfin, donc, ce qu'on va un peu plus développer, c'est une potentielle augmentation du risque de pathologie liée à l'empreinte. Donc, je vais m'attarder plus sur ces deux sujets qui font le lien avec le risque épigénétique. Donc, ce qu'on sait maintenant sur les données un petit peu à grande échelle épidémiologique, c'est que même chez les singletons, on va avoir des complications du placenta, donc à type d'hypertension gestationnelle, de prééclampsie, de placenta prévia, d'hématome rétroplacentaire. On va avoir également en parallèle des anomalies au niveau du développement fœtal avec des plus petits poids de naissance, une prématurité pour la gestationnelle, hein, j'entends, des prématurités ou au contraire, un gros poids de naissance pour la gestationnelle chez les enfants qui ont été conçus après un transfert d'embryon décongelé. Et ces différences que l'on voit en fonction des techniques s'observent déjà pendant la période fœtale, où on voit que le développement fœtal va être différent selon si on est sur un transfert d'embryon frais en FIV ou un transfert d'embryon décongelé qui reste au-dessus de la moyenne de l'estimation moyenne chez les enfants qui sont conçus naturellement pour les transferts d'embryons frais et au-dessus de cette courbe d'estimation du poids fœtal à partir du 2e trimestre, que ce soit après un transfert d'embryon frais ou en insémination intra-utérine. Alors, pourquoi on se pose ces questions par rapport au qu'est-ce qui peut se passer au cours du développement précoce de l'embryon qui pourrait potentiellement avoir un impact sur le développement fœto-placentaire? Eh bien, c'est comme ça a été un petit peu introduit ce matin. En fait, il y a de grandes modifications épigénétiques qui interviennent au cours de la gamétogénèse, mais aussi au cours du développement précoce ou préimplantatoire de l'embryon, et pour lesquelles, eh bien, on a nos techniques d'AMP qui vont venir interférer sur cette reprogrammation épigénétique. Donc ici,
ici, vous avez une représentation schématique du niveau de méthylation au cours du développement. Dans les gamètes, vous voyez qu'il y a une différenciation qui se fait, enfin, c'est cette reprogrammation qui se fait selon un temps différent. Ça, on peut revenir dessus et voir les conséquences potentielles de cette distinction selon le sexe du fœtus. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une deuxième vague de déméthylation qui intervient immédiatement après la fécondation. Et normalement, donc les régions qui sont soumises à empreinte, qui ont été établies au cours de la gamétogénèse, elles vont échapper à cette deuxième vague de déméthylation. Donc il peut y avoir une interférence à la fois de la stimulation, de la maturation in vitro, mais aussi après la fécondation, donc les techniques de fécondation, la culture embryonnaire, les techniques de congélation, qui peuvent interférer sur cette reprogrammation épigénétique et notamment sur les niveaux de méthylation de l'ADN. Et puis, il y a ce qu'on suspecte aussi, c'est les traitements hormonaux qui peuvent finalement modifier donc le dialogue entre l'endomètre et l'embryon et qui ferait intervenir justement ce dialogue des facteurs épigénétiques. Alors là, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été très très bien et très clairement présenté, mais parmi les marques épigénétiques qui vont intervenir dans le contrôle transcriptionnel, donc là je ne parle pas du post-transcriptionnel, mais dans le contrôle transcriptionnel, eh bien c'est des modifications biochimiques qui vont cibler soit la molécule d'ADN avec cette méthylation d'ADN qui va intervenir sur les cytosines des dinucléotides CG et qui vont donc du coup plutôt favoriser la compaction de la chromatine et la répression de la transcription, et puis toutes sortes de modifications post-traductionnelles au niveau des queues des histones, comme ça a été dit, qui vont plutôt favoriser un état compacté de la chromatine ou relâché, et donc avoir plutôt favorisé la transcription ou au contraire la répression de ces gènes. Donc les marques épigénétiques, comme ça a été dit, sont importantes au cours du développement, donc pour la différenciation cellulaire. Ça a été très bien expliqué. Et explique comment à partir d'une cellule unique, on peut avoir plusieurs types cellulaires. Ça intervient dans donc le marquage épigénétique qui va être différent entre les deux allèles selon le sexe de l'individu, sur des régions qu'on appelle les centres d'empreinte, qui sont apposés au cours de la gamétogénèse. Donc, on va avoir des centres d'empreinte maternelle apposés au cours de l'ovogénèse et puis des centres d'empreinte paternelle au cours de la spermatogénèse. Et cette différenciation, donc en fonction du sexe de l'individu, est essentielle pour avoir un développement fœtoplacentaire normal. Et s'il y a une dérégulation sur ces centres d'empreinte, ça peut être à l'origine donc des pathologies liées à l'empreinte, et ça sera bien expliqué par la suite de la journée. Et les marques épigénétiques, et notamment la méthylation de l'ADN, intervient aussi dans le contrôle des rétrotransposons, donc qui sont des séquences potentiellement délétères pour notre génome. Alors, pourquoi cette notion de potentiel de risque épigénétique après MP? Parce qu'il y a eu des données épidémiologiques qui ont rapporté une augmentation du risque de Beckwith-Windman chez les enfants qui ont été conçus par AMP. Donc là, c'est une méta-analyse qui rapporte un risque relatif de plus de 5. Ça regroupe 5 études. Il faut savoir que donc les anomalies génétiques, là, on va retrouver pour ce syndrome, donc se situe au niveau du chromosome 11, donc avec disomie uniparentale du gène H19, donc une hypométhylation de LIT1 ou une hyperméthylation d'H19, et puis de façon plus sporadique, donc des microdélétions, des translocations, d'inversions, duplications, et puis dans 20% des cas, eh bien, on ne retrouve pas d'anomalie génétique associée à ce syndrome. Ça, c'est ce qu'on va retrouver classiquement. Par contre, ce qui est un petit peu alertant, on va dire, c'est que tous les cas qui ont été publiés de Beckwith-Windman qui ont été conçus après AMP sont tous associés à une perte de méthylation, donc avec une hypométhylation sur le centre d'empreinte.
Pour ce qui est du syndrome de Silver-Russell, donc les données sont beaucoup plus rares et pour établir une quelconque conclusion. Donc ça ne permet pas de faire le lien avec la survenue, un risque plus élevé de ce syndrome après MP. Et enfin, donc, il ne retrouve pas non plus d'augmentation de Prader-Willi et d'Angelman, d'association avec la fécondation in vitro. Il faut savoir que malheureusement, ces données-là ont été établies à partir d'études sur des registres à partir de questionnaires volontaires, donc et sur du déclaratif. Donc ça ne permet pas non plus d'avoir des données valides quant à l'exhaustivité de ces cas. Et il y a seulement 3 études qui ont été basées sur des registres complets, mais dont une avec un nombre relativement faible d'enfants conçus par AMP, autour de 6000 enfants qui ont été conçus par Fivixi. Je voulais juste faire un point sur ce risque potentiel auquel on pourrait s'attendre chez les enfants qui sont conçus par ICSI, donc avec micro-injection par rapport à ceux qui sont conçus par fécondation in vitro classique. Pourquoi on pourrait suspecter ce risque? C'est parce qu'il y a des manipulations supplémentaires. On voit bien de façon instinctive, on voit bien qu'il y a un peu plus de manipulation avec micro-injection que sans micro-injection. Et puis parce que c'est réservé normalement à des hommes qui ont des spermatogénèses déficientes et donc pour lesquels on sait qu'il y a une augmentation il y a des niveaux de méthylation qui sont plus faibles et des dérégulations plus importantes des gènes soumis empreintes dans les spermatozoïdes d'hommes qui ont des spermatogénèses déficientes. Eh bien, malgré ça, ce qu'on constate, c'est que parmi les cas de Beckwith-Windman qui ont été conçus par AMP, il y a un nombre qui est même plus important d'enfants qui ont été conçus par fécondation in vitro classique que par ICSI. Donc, on ne peut pas réellement pointer du doigt cette technique de fécondation in vitro avec micro-injection. Là, je vais vous présenter une étude qu'on a menée au sein du groupe de travail de l'Agence de la biomédecine qui s'appelle La santé des femmes et des enfants qui ont été conçus par MP. On a mené cette étude pour essayer d'un petit peu faire la lumière sur le risque potentiel de pathologie qui implique une dérégulation d'un gène soumis empreinte. Donc, c'est basé sur les données nationales de santé. On a ciblé les enfants singletons. On a exclu les enfants qui ont été conçus par induction de l'ovulation, qui ne fait pas partie de la définition des techniques d'assistance médicale à la procréation, ou une stimulation ovarienne simple. On a donc étudié plusieurs types de maladies qui potentiellement impliquent une altération de l'expression de gènes soumis empreintes. Et puis, on a pu remonter, avoir un suivi sur 5 ans de ces enfants, jusqu'à 5 ans, à leurs 5 années. Et donc, vous voyez qu'on a près de 4 millions d'enfants qui ont pu être étudiés, avec plus de 45 000 enfants conçus après un transfert d'embryon frais. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, il y avait un risque qui était plus important de façon significative de survenue d'une pathologie qui implique potentiellement une dérégulation de gènes soumis empreintes après un transfert d'embryon frais. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que l'infertilité féminine, donc, dans lequel on étudiait les patients qui avaient de l'endométriose, des syndromes des ovaires micropolykystiques ou une insuffisance ovarienne prématurée, on a vu que ça expliquait plus de 25% du risque de la survenue de ces pathologies chez ces enfants, et en particulier l'endométriose, qui était finalement la pathologie maternelle, l'infertilité maternelle qui s'est avérée significative sur cette survenue de cette augmentation de risque. Dans le détail, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce n'est pas les syndromes de Beckwith-Windman ni Silver-Russell, mais le diabète néonatal qui est resté significativement plus élevé après un transfert d'embryon frais. Et
Donc, parmi les forces, en fait, et j'ai oublié de vous mettre, en fait, c'était aussi dans l'endométriose que ça a été ça a été aussi observé chez les patientes qui avaient de l'endométriose. Donc, ce sont des os ratios qui sont ajustés. Hein, donc, justement, donc même en cas d'endométriose seule, on avait cette augmentation de risque de survenue de diabète néonatal. Donc, les forces de cette étude, c'est que c'était la plus grande étude jamais publiée sur une cohorte d'enfants de plus de près de 4 millions d'enfants, avec un suivi en moyenne qui était de 2,5 années. Voilà, donc je vais passer l'analyse multivariée. On a pu étudier plusieurs pathologies. La limite principale que l'on voit, c'est qu'en fait, ce sont basés sur un diagnostic clinique et non sur un diagnostic moléculaire. Et donc, c'est le principal écueil, c'est celui-ci. Mais on va dire que finalement, le problème a été est le même, quel que soit le groupe étudié. Ce qu'on voit, c'est que 43% des enfants présentent un risque plus élevé que ceux qui ont été conçus après un transfert d'embryon frais, et que c'est pas malformation congénitale, mais c'est de pathologie de survenue qui implique un gène soumis empreinte. Finalement, qu'on ne retrouve pas d'altération après un transfert d'embryon congelé ou d'insémination intra-utérine, et que l'infertilité sous-jacente peut avoir un rôle et explique une grande partie de ce risque quand l'on observe après AMP. Donc, il faut bien sûr prendre en compte le risque lié aux techniques, mais aussi, comme cette étude le montre, le terrain sous-jacent et l'infertilité sous-jacente des patients qu'on prend en charge. On a réalisé récemment une méta-analyse pour regarder un petit peu les niveaux de méthylation et les altérations de l'ADN que l'on pouvait observer au cours du développement, donc qui ont été publiés chez l'homme. Donc, vous voyez qu'on a retenu sur les études qu'on a repérées, 51 études pour lesquelles on a pu étudier le moment à laquelle ces études ont été menées, que ce soit pendant la grossesse, à la naissance, dans la petite enfance ou à l'âge adulte. On a pu distinguer les différents types cellulaires et regarder si on était sur des analyses de méthylation loci spécifique, c'est-à-dire une analyse ciblée, ou bien si on était à plus grande échelle, on était sur des études qui ont étudié l'ensemble du génome, donc le méthylome. Donc la méta-analyse, elle a été réalisée de manière quantitative sur les cellules, sur les études qui ont ciblé les séquences les séquences, donc qui étaient les séquences qui impliquaient les régions différentiellement méthylées de gènes soumis empreinte. Et puis, on a aussi fait un résumé des résultats obtenus à partir de méthylome. On a donc, comme je vous l'ai dit, pu distinguer plusieurs types cellulaires en fonction de l'âge développemental. On a pu étudier plus de 4000 profils de méthylation d'enfants conçus par AMP et plus de 7000 contrôles. Je vous fais un résumé très simple de cette étude. C'est que finalement, pendant la grossesse, on n'a pas vu de différence par rapport aux conceptions naturelles. On voit à la naissance, que ce soit dans le placenta ou dans le sang de cordon, que le gène PEG1-MEST semble être perturbé, avec une hypométhylation dans le placenta et une hyperméthylation dans le sang de cordon. Et puis finalement, les quelques études qui ont été réalisées dans la petite enfance ont des données rassurantes entre les enfants conçus par AMP et ceux qui sont conçus naturellement. Au niveau de l'analyse du méthylome, dans le placenta, on a des résultats discordants. On a des redondances entre les études pour certains gènes, que ce soit dans le sang de cordon ou dans le sang périphérique sur les dried spots. On retrouve
dans ces types cellulaires des altérations des niveaux des profils de méthylation pour MEST. Et puis, dans la petite enfance et à l'âge adulte, vous voyez qu'on a très peu d'études qui ont été menées. Je vous ai mis une seule étude qui retrouve des défauts des altérations des profils de méthylation pour NAS. 33 DMR ont été retrouvés pour une étude dans les frottis buccaux. Et puis, à l'âge adulte, eh bien, il y a une étude qui retrouve 4 des régions différentiellement méthylées par rapport aux enfants qui ont été conçus par AMP et contrôle, et dont 3 étaient déjà perturbés à la naissance. Donc, vous voyez que ça nécessite encore davantage d'études pour pouvoir évaluer les conséquences à plus long terme de dérégulation qu'on peut voir à la naissance. Je vais juste faire un petit focus sur PEG1-MEST. On voit qu'en fait, c'est un gène qui est exprimé donc dans le mésoderme et ses dérivés, donc qui joue un rôle crucial dans la croissance fœtale et placentaire. Une dérégulation peut entraîner des retards de croissance, donc ce qui correspond aussi à ce qu'on peut voir dans les études, ce qui a été rapporté dans les études cliniques épidémiologiques, et que c'est un gène potentiellement impliqué dans la survenue de différents types de cancers, donc à surveiller. Là, je voulais vous parler de quelques techniques sur lesquelles on s'est aussi intéressé, enfin, quels procédés qu'on utilise qui peut potentiellement être à l'origine de ces dérégulations. Donc, à savoir la culture embryonnaire et principalement la composition du milieu de culture. Est-ce qu'il peut avoir une influence? Donc, on a étudié les frottis buccaux d'enfants qui avaient en moyenne 8 ans. Et on a comparé à une population contrôle, bien sûr, à parier sur une population contrôle conçue dans la même région et qui avait le même âge et en respectant le sexe ratio. On a comparé donc les niveaux de méthylation sur des séquences ciblées de gènes soumis à empreinte ou des rétrotransposons, mais aussi on a réalisé des analyses globales. On n'a pas retrouvé de différence de méthylation au niveau de ces gènes soumis à empreinte ou des séquences répétées en fonction du milieu de culture utilisé, mais également au-delà de ces séquences, sur l'ensemble du méthylome, pas de différence non plus en fonction du milieu de culture. On a regardé aussi si il pouvait y avoir des différences à la naissance entre les niveaux de méthylation d'enfants qui étaient conçus après un transfert d'embryon frais ou après un transfert d'embryon congelé. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que dans le placenta, il y avait une hypométhylation pour certaines régions, certains gènes soumis à empreinte après un transfert d'embryon fait, ce qu'on n'a pas retrouvé chez les enfants qui ont été conçus après un transfert d'embryon congelé. Là aussi, ça fait le lien avec ce qu'on peut constater sur les études cliniques. On a étudié aussi l'impact de l'infertilité et on a regardé les niveaux de méthylation dans le placenta et le sang cordon chez des enfants qui ont été conçus naturellement, mais en fonction du délai nécessaire de conception. Et là aussi, on retrouve une hypométhylation pour le gène H19 dans le placenta et qui est d'autant plus important que le délai de conception a été plus long. Et donc là encore, ça fait le lien avec l'hypométhylation qu'on a retrouvée dans les placentas d'enfants qui ont été conçus par FIV, qui étaient aussi donc altérés par rapport aux enfants conçus naturellement. Donc, ce qu'on peut quand même dire, c'est que cette exposition à des manipulations au cours du développement précoce, mais également l'infertilité en soi, peut potentiellement impacter l'épigénome, qui peut avoir des conséquences sur le développement in utero, mais aussi sur le phénotype de ces enfants, donc en particulier sur les petits poids de naissance qui ont été observés pour la gestationnelle
ou même la diminution du poids de naissance qui a été observée après un transfert d'embryon frais et qui potentiellement peut avoir des conséquences à plus long terme sur des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les diabètes, telles qu'on peut, et ce qui rejoint l'hypothèse de Barker, qui peut y avoir une origine donc périconceptionnelle à la survenue de pathologies à plus long terme. Donc, à la fois l'infertilité sous-jacente, mais les procédés qu'on utilise, et en particulier on suspecte dans tout ça la stimulation multifolliculaire donc dans ces dérégulations potentielles, ces différences de méthylation. Quelles conséquences fonctionnelles ça peut avoir? Eh bien, ça reste encore à déterminer. Quelles conséquences est-ce qu'elles persistent à l'âge adulte? Vous avez vu qu'en fait, on a trop peu de données encore pour répondre à cette question. Et quelle est la contribution relative entre les techniques d'AMP et la fertilité sous-jacente? Il reste encore davantage d'études à poursuivre, à mener pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé, qui travaillent avec moi sur ces sujets, et puis bien sûr l'équipe GAD et puis l'équipe INSERM. Très bien. Merci beaucoup pour cet exposé très très clair. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes du côté des gens qui sont en distanciel. En tout cas, nous on a parfaitement bien suivi ici. Est-ce que vous avez... Alors moi, j'aurais plein de questions à vous poser, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que dans l'auditoire, il y a des gens qui ont des questions? Et à distance, oui. Vas-y, Brigitte. Oui, moi je me demandais si vous informez les couples, ils sont informés de ce risque qui est quand même faible? Alors, on fait une information sur les malformations congénitales. Donc ça maintenant, on a fait, donc dans le groupe de travail auquel je participe à l'Agence à Biomédecine, on a justement fait un petit livret d'informations qui est destiné à la fois aux professionnels et à la fois aux patients pour justement essayer d'avoir... d'expliquer au mieux en fait quels sont les risques chez les enfants. En étant très clair, en fait, on a une limitation du risque de malformation congénitale qui est significatif. Donc on passe de 3,8% à 4,5% de malformations congénitales chez les enfants qui sont conçus par AMP. Mais qu'il faut savoir, comme je l'ai expliqué pour les pathologies qui sont en lien avec une dérégulation de gènes soumis empreinte, c'est la même chose pour les malformations congénitales. Le terrain, l'infertilité féminine sous-jacente joue un rôle. On aimerait pouvoir davantage aussi explorer le rôle de l'infertilité masculine, mais à partir des données nationales de santé seules, c'est impossible puisqu'on ne peut pas faire le lien entre l'enfant et le père. Et même là, on essaye de mener maintenant des études en croisant, c'est très très compliqué, en croisant les registres de l'Agence à Biomédecine avec celui de données nationales de santé. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas non plus encore accès au chaînage entre l'enfant et le père chez les enfants qui sont conçus naturellement. Donc, on ne va pouvoir faire étudier le rôle de l'infertilité masculine qu'à partir des enfants qui sont conçus par AMP. Donc, on pourra étudier le rôle de l'infertilité masculine entre les différents enfants qui sont conçus par AMP, différentes techniques, que ce soit transfert frais, transfert FIV, ICSI, transfert d'embryon congelé ou insémination intra-utérine, mais on ne pourra pas avoir cette population contrôle, ce qui est regrettable, parce que dans les données nationales de santé, on peut faire le chaînage entre la mère uniquement entre la mère et l'enfant et pas entre le père et l'enfant. Excusez-moi, on n'a pas bien entendu tout à l'heure. Du coup, le taux de malformation congénitale que vous avez donné, c'est pour toute la PMA? Oui, c'est toute la PMA ou c'est uniquement... 3,8%, c'est dans la population générale, chez les singletons, et on passe à 4,5%. Donc, on a une augmentation de ce risque. Avec toutes les techniques de PMA, c'est général. Oui. Et en fait, on le constate que
constate principalement après un transfert d'embryon frais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vais vous en poser une seule parmi celles qui me taraudent. Après, on va arrêter. Après, on sera obligé d'arrêter pour des raisons de temps. Donc là, on commence à avoir pas mal de données d'observation. En termes d'explication biologique, bon, ça reste encore balbutiant. Moi, je m'étais posé la question de savoir, puisqu'en fait, vous avez étudié l'influence du milieu de culture sur les conséquences du milieu de culture, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est aussi dans les toutes premières périodes du développement embryonnaire l'absence d'environnement maternel assez complexe qui pourrait expliquer ces problématiques? Est-ce que c'est idiot comme question? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas idiot. Alors, pour l'instant, on a étudié l'impact de la composition. Là, dans cette étude, c'était à partir d'un essai randomisé où justement, un des deux milieux s'est avéré avoir des conséquences sur le développement précoce des embryons. Depuis, il a été arrêté d'être commercialisé. Sur le développement des embryons, donc on avait moins d'embryons qui se divisaient avec une qualité embryonnaire qui était moins bonne sur un des deux milieux. Donc, ça paraissait d'autant plus important d'étudier chez la méthylation de l'ADN chez ces enfants-là. On n'a pas vu de différence, mais probablement parce que les conséquences sont drastiques interviennent plus tôt. Mais il y a d'autres choses qui peuvent intervenir dans l'environnement précoce. C'est notamment les constantes en gaz. Donc, on est plutôt en hypoxie dans le passage tubaire. Donc, et c'est pas les mêmes taux que l'on observe, que l'on utilise en fécondation in vitro. Donc, et ça pourrait avoir un rôle prépondérant plutôt que la composition des milieux de culture. Il semble aussi qu'il y a aussi ce rôle des constantes en gaz et donc cet état d'hypoxie qui pourrait, selon le taux d'oxygène dans l'enceinte de culture, il pourrait y avoir aussi des conséquences sur cette reprogrammation épigénétique et ces modifications sur la méthylation de l'ADN. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Non, mais désolée encore. Et s'il y en a qui sont partants pour faire un essai national, enfin une étude nationale pour étudier faire le diagnostic moléculaire chez les enfants qui ont un diabète néonatal, je suis preneuse. Ok, le message est lancé, on s'en fera le relais. Merci encore pour votre participation et puis merci aux 3 orateurs de cette première session.